Salam tout le monde. La plupart des gens qui découvrent Bitcoin pensent qu'il suffit d'acheter et puis d'attendre, tout simplement. Ils voient le potentiel, ils voient la technologie, ils voient l'idée d'une monnaie rare, indépendante des banques centrales, ils voient tout ça. Mais il y a une erreur que je vois très souvent, une erreur silencieuse qui détruit la stratégie de nombreux investisseurs. Cette erreur, c'est d'investir dans Bitcoin sans avoir au préalable construit une réserve de précaution. Et lorsque cette réserve n'existe pas, malheureusement, le moindre imprévu peut vous obliger à vendre votre Bitcoin. Pas parce que vous avez changé d'avis, pas parce que vous avez perdu confiance, mais simplement parce que vous n'avez plus le choix, tout simplement. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la réserve de précaution est une étape essentielle pour un investisseur en Bitcoin. Comment déterminer le montant idéal selon votre situation et comment construire cette réserve de manière intelligente sans dépendre de produits financiers qui sont basés sur le riba. Avant d'aller plus loin, si ces questions vous intéressent et que vous souhaitez approfondir la réflexion sur Bitcoin à travers le prisme économique et à travers le prisme de l'islam, j'ai écrit un livre qui s'intitule Bitcoin est-il obligatoire en islam? Dans ce livre, j'explore les questions monétaires, la question de l'inflation, le riba et les raisons pour lesquelles Bitcoin suscite aujourd'hui beaucoup de réflexions dans le monde musulman. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, vous trouverez le lien dans la description. Il est entièrement gratuit, je ne demande strictement rien en échange, donc n'hésitez pas. Maintenant, revenons à notre sujet. Pour comprendre l'importance d'une réserve de précaution, imaginez une situation toute simple. Imaginez un guerrier qui part à la guerre, qui part au combat. Ce guerrier possède une épée exceptionnelle, une arme puissante, une arme capable de faire la différence sur le champ de bataille. Mais par contre, ce guerrier n'a ni armure, ni provision, ni plan de repli stratégique. La question est simple. Combien de temps, selon vous, va-t-il survivre sur le champ de bataille? Probablement pas très longtemps, parce qu'une épée, aussi puissante soit-elle, ne protège pas son utilisateur, ne protège pas son porteur. Dans cette analogie, Bitcoin, c'est l'épée. C'est un outil puissant, une technologie monétaire qui permet de posséder un actif numérique absolument rare et indépendant des banques centrales. Mais Bitcoin, à lui seul, ne protège pas votre situation financière. Ce qui protège votre stabilité financière, c'est votre structure financière personnelle. Et l'élément central de cette structure, c'est ce que j'appelle la réserve de précaution. La réserve de précaution, c'est l'armure du guerrier dans cette analogie. Elle ne fait pas forcément gagner la bataille, mais elle permet de survivre aux coups imprévus. Dans la vie réelle, les imprévus arrivent toujours. Ça soit une panne de voiture, une réparation urgente dans votre logement, une facture médicale qui tombe, une perte d'emploi, une baisse de revenus. Si vous n'avez pas de réserve de précaution, ces événements deviennent immédiatement en fait des crises financières. Et dans ces moments-là, beaucoup de gens font la pire erreur possible qui puisse être faite avec le Bitcoin. Ils vendent en fait leurs actifs. Et pour les investisseurs Bitcoin, cela signifie souvent vendre au pire moment du marché. Pas parce qu'ils ont changé d'avis sur Bitcoin, mais simplement parce qu'ils ont besoin d'argent immédiatement, à l'instant T. La réserve de précaution sert précisément à éviter cette situation. Elle permet de séparer deux choses, les imprévus du quotidien et votre stratégie d'investissement de long terme, votre stratégie d'investissement Bitcoin, qui reste bien protégée. Cette idée de prudence financière n'est pas seulement économique, elle est aussi profondément cohérente avec l'éthique musulmane. Un homme demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ô messager d'Allah, dois-je attacher mon chameau ou bien le laisser libre et faire confiance à Allah? Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, lui répondit, attache-le, puis place ensuite ta confiance en Allah. Ce hadith nous rappelle une chose essentielle. La confiance en Allah ne signifie pas d'être imprudent. Nous devons d'abord faire ce qui dépend de nous, en premier. Prendre les précautions nécessaires pour se protéger, puis ensuite, dans un second temps, placer notre confiance en Allah. Construire une réserve de précaution, d'une certaine manière, c'est exactement ça. C'est attacher son chameau financièrement avant de faire confiance à Allah pour l'avenir, bien sûr. C'est une manière moderne d'attacher son chameau financièrement, tout simplement. Il existe également un autre hadith rapporté par Al-Bukhari qui nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait de côté des provisions pour sa famille. Dans certaines versions, il allait jusqu'à mettre 1 an de provisions en réserve pour protéger sa famille. La prévoyance n'est donc pas contraire à la foi, certainement pas. Elle fait partie d'une gestion responsable des biens. En islam, nos biens sont une amana, un dépôt, une responsabilité qui nous est confiée par Allah.
Et donc, les gérer avec prudence fait partie de cette responsabilité qui nous incombe à nous en tant que croyants. Et maintenant, une question importante. Pour nous, le musulman du quotidien, combien doit contenir une réserve de précaution? La première étape consiste à calculer vos dépenses essentielles mensuelles. Pas toutes vos dépenses, mais celles qui sont nécessaires pour vivre. En général, on prend le logement, la nourriture, le transport, toutes les factures obligatoires, tous les besoins essentiels de votre famille. Imaginons qu'une personne ait besoin de 1 500 € par mois pour couvrir l'ensemble de ses dépenses essentielles. Ce chiffre devient donc la base de calcul. Ensuite, on va appliquer un multiplicateur selon la stabilité du revenu. Pour une personne ayant un emploi très stable, comme un fonctionnaire par exemple, une réserve de 3 mois peut être tout à fait suffisante, soit 3 fois 1 500 € dans l'exemple. Pour un salarié en CDI, dans le secteur privé, on conseille généralement entre 4 et 6 mois de dépenses. Pour une personne en CDD ou avec un emploi plus précaire, il est plutôt prudent pardon, d'avoir 6 à 9 mois de réserve. Et pour les entrepreneurs, pour les freelances, les travailleurs indépendants, les revenus peuvent être parfois très très variables. Dans ce cas, il est souvent recommandé d'avoir 9 à 12 mois de dépenses. La logique est simple. Plus votre revenu est incertain, plus votre armure financière doit être solide. Mais il est important de comprendre une chose. Le bon montant pour une réserve de précaution, c'est pas seulement une question de calcul, comme je viens de vous le présenter. C'est aussi une question de sérénité psychologique. Nous n'avons pas tous le même rapport au risque. Certaines personnes tolèrent très bien l'incertitude, tandis que d'autres ont besoin d'un niveau de sécurité plus élevé pour se sentir réellement tranquille. C'est pourquoi le montant de votre réserve de précaution doit aussi être adapté à votre niveau de sérénité personnelle. Prenons un exemple. Un fonctionnaire peut avoir une situation professionnelle très très stable, bien évidemment. Sur le papier, 3 mois de dépenses pourraient largement lui suffire. Mais si cette personne se sent beaucoup plus sereine avec une réserve de 6 ou 9 mois, alors ce montant est probablement le bon pour elle. Parce que bien sûr, l'objectif d'une réserve de précaution, c'est pas seulement un objectif financier. Son objectif, c'est aussi de vous permettre de vivre votre quotidien sans aucun stress et avec une tranquillité d'esprit. Une réserve de précaution efficace est donc celle qui vous protège financièrement, mais aussi psychologiquement, mentalement. Une fois que le montant de votre réserve de précaution est déterminé, une autre question se pose ensuite. Comment est-ce qu'on va structurer cette réserve? Pour un musulman, l'épargne de précaution doit répondre à plusieurs critères essentiels. Elle doit avant tout être halal, bien sûr. Elle doit être sécurisée et son objectif est de vous protéger contre les imprévus et surtout pas de prendre des risques avec cette réserve. Elle doit être aussi facilement accessible. En cas d'urgence, vous devez pouvoir utiliser cet argent rapidement. Et idéalement, elle devrait aussi permettre de limiter, en moins en partie, l'impact de l'inflation qui érode progressivement la valeur de la monnaie. Dans le système financier classique, beaucoup de personnes utilisent pour cela des livrets d'épargne rémunérés, qui sont des livrets garantis et facilement accessibles, comme le livret A par exemple. Mais ces produits reposent sur un mécanisme d'intérêt, donc sur la dette rémunérée, du riba. Et pour un musulman qui souhaite respecter les principes de la finance musulmane, cela évidemment pose un gros problème. En tant que musulmans, nous n'avons donc pas le luxe d'utiliser ces solutions pourtant très pratiques. Il nous faut alors réfléchir à d'autres manières de structurer une réserve de précaution qui reste à la fois prudente, accessible et bien sûr, même en priorité, cohérente avec nos principes religieux. Beaucoup de personnes pensent qu'une réserve de précaution doit être entièrement placée sur un compte bancaire. C'est une autre erreur, parce que ce n'est pas forcément la solution la plus robuste. D'abord parce que l'argent fiat, la monnaie fiat comme j'appelle, est lentement rongé par l'inflation. Avec le temps, son pouvoir d'achat diminue progressivement. Et comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, un compte courant en France est probablement l'un des endroits les moins sécurisés pour conserver une épargne importante. Je peux en témoigner avec des histoires personnelles, mais je vous raconterai ça, Inch'Allah. C'est pourquoi une réserve de précaution plus solide peut être construite en plusieurs couches. La première couche est ce que l'on pourrait appeler la trésorerie immédiate. Il s'agit généralement d'environ 1 à 3 mois de dépenses qui sont conservées cette fois-ci sur un compte courant, mais surtout pas davantage, vraiment pas plus. L'idéal est même de répartir cette somme sur plusieurs comptes courants afin de réduire certains risques techniques ou des risques bancaires. Certaines personnes choisissent également d'avoir au moins un compte courant en dehors de la zone euro. C'est une très bonne idée afin de diversifier un peu leur exposition au système bancaire français et européen. Cette première couche correspond simplement à votre trésorerie de monnaie fiat. C'est l'argent que vous utilisez pour
toutes vos dépenses habituelles qui peuvent être mobilisées très rapidement en cas de petit imprévu. Mais cette première couche ne doit pas être la seule, surtout pas. La deuxième couche est beaucoup plus concrète. C'est la sécurité matérielle. Comme nous n'avons pas accès aux livrets réglementés et rémunérés, comme le livret A par exemple pour protéger notre épargne contre l'inflation, notre réserve de précaution doit parfois prendre des formes, on va dire, un peu plus tangibles. Par exemple, avoir un mois de nourriture et de produits essentiels à domicile en stock. Cela peut paraître tout simple, mais imaginez la sérénité que cela procure de savoir que, quoi qu'il arrive, votre alimentation et vos besoins de base pour vous et votre famille sont déjà couverts pour le mois à venir. Il ne faut pas oublier une chose importante. Toutes les crises ne sont pas financières. Certaines crises sont logistiques et sont générales. Ça peut être une rupture d'approvisionnement, un problème de transport globalisé ou une situation exceptionnelle qui peut parfois provoquer des pénuries temporaires dans les supermarchés ou dans les services en général. Nos parents et nos grands-parents avaient souvent ce bon sens. Ils conservaient toujours un petit peu de stock de nourriture non périssable. Il peut donc être très utile de réserver un placard ou un espace de stockage pour conserver des produits durables. Je pense aux trucs basiques, pâtes, riz, conserves ou d'autres denrées essentielles. Et puis, bien sûr, il y a un autre avantage intéressant. Ce type de stock résiste naturellement à l'inflation. Encore mieux, je dirais même que l'argent sur les livrets A. Un paquet de pâtes acheté à 1 € aujourd'hui coûtera peut-être 1,10 € dans 6 mois. Donc plus 10%. Et en cas de pénurie, les prix peuvent parfois augmenter beaucoup, beaucoup plus rapidement. En constituant un petit stock de produits essentiels, vous ne faites pas seulement preuve de prévoyance et de bon sens, vous conservez aussi de la valeur sous forme de biens réels qui resteront utiles, quelles que soient les circonstances, et qui battront certainement les 1% proposés par le livreur. La troisième couche est le cash physique. Conserver une petite réserve d'argent liquide en forme de billets peut sembler anodin, mais c'est en réalité une sécurité très importante. Elle permet de continuer à fonctionner même en cas de problème bancaire temporaire. Une panne de système, une carte bancaire qui se retrouve bloquée, un compte qui est temporairement restreint. Ça m'est arrivé, donc je vous en parlerai, Inch'Allah. Ce sont des situations qui arrivent malheureusement plus souvent qu'on ne le pense. Prenez un instant pour réfléchir à cette question toute simple. Si demain, votre compte bancaire était temporairement bloqué pour une raison quelconque, n'importe quoi, est-ce que vous seriez encore capable de continuer à faire vivre votre famille pendant quelques semaines? Pour beaucoup, malheureusement, pour beaucoup de personnes, la réponse est non, parce que tout dépend de parfois un seul compte bancaire. C'est pourquoi il peut être prudent de conserver l'équivalent de 2 semaines à un mois de dépenses à la maison, en espèces, idéalement en petites coupures pour continuer à assumer votre quotidien. Ainsi, si jamais un problème bancaire survient, vous pourrez continuer à acheter l'essentiel, la nourriture, le carburant, les produits de base, sans difficulté particulière avec quelques billets de 20 ou billets de 50 €. C'est pas une question de méfiance excessive, c'est simplement une question de prudence et de préparation. Enfin, la quatrième couche, c'est ce que j'appelle le fond de la réserve de précaution. Avec les 3 premières couches, donc la trésorerie fiable de 1 à 3 mois répartie sur au moins 2 comptes, un minimum d'un mois de stock de produits essentiels et environ un mois de cash physique en billets, vous êtes déjà protégé contre la majorité des imprévus immédiats qui peuvent vous arriver. Vous avez de quoi faire face à de nombreuses situations sans être trop stressé. Mais pour les mois de précaution supplémentaires que vous souhaitez prévoir dans votre épargne de précaution, il peut être intéressant de constituer ce que l'on pourrait appeler le fond de la réserve. C'est ici que l'or ou d'autres métaux précieux peuvent jouer un rôle. L'or a servi de réserve de valeur pendant des siècles. Et dans l'histoire économique du monde musulman, les monnaies comme le dinar et le dirham reposaient précisément sur ces métaux. Donc cette dernière couche permet de protéger une partie de votre réserve contre l'érosion monétaire. Selon les périodes, l'or peut même parfois de beaucoup, dépasser l'inflation et générer un rendement qui peut s'avérer intéressant, même si ce n'est pas l'objectif principal que l'on recherche ici. L'objectif reste avant tout la protection du pouvoir d'achat dans le temps. Et il est important de préciser une chose. Je parle ici d'or ou d'argent physique, pas d'autre chose. Une réserve de précaution qui est constituée d'or conservé en banque, pire encore, d'or papier, c'est-à-dire une simple promesse d'or sous forme de produit financier, ETF or par exemple, ça perd en grande partie son intérêt. Dans le cadre d'une réserve de précaution, comme on discute ici, l'idée au contraire, c'est de détenir des métaux physiques qui sont conservés sous votre contrôle ferme. Ainsi, en cas de besoin, ils peuvent être facilement échangés contre des biens, des services, ou alors convertis en cash sans difficulté particulière. Cette dernière couche n'est normalement mobilisée qu'en cas d'urgence la plus importante. Et bien sûr, l'objectif est simple.
espérer n'avoir jamais à utiliser cette couche-là, cette réserve, ce fonds de réserve en or. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je ferai prochainement une vidéo encore plus détaillée pour expliquer comment est-ce qu'on peut constituer concrètement une réserve d'or physique, comment est-ce qu'on peut la conserver soi-même correctement et surtout, quel piège à éviter lorsque l'on souhaite détenir des métaux précieux en dehors du système financier. J'ai appris énormément de choses en m'y intéressant moi-même. Maintenant, une question importante reste à clarifier. Où se situe Bitcoin dans cette stratégie? Bitcoin ne remplace pas la réserve de précaution. Pas du tout, c'est autre chose. Bitcoin, c'est une stratégie de long terme. La réserve de précaution, ça sert à gérer les imprévus. Bitcoin, ça sert à protéger son épargne contre l'inflation monétaire et les dérives du système financier sur le très long terme. C'est pourquoi l'ordre logique est le suivant, pardon. D'abord, on va construire une réserve de précaution très solide. Et ensuite, on va stabiliser sa situation financière. Et seulement ensuite, on va investir dans Bitcoin avec une vision de long terme. Beaucoup de gens veulent investir dans Bitcoin et parfois se précipitent parce que peu de gens construisent réellement les fondations nécessaires pour cela. Un investisseur responsable ne cherche pas simplement à multiplier son argent. Il cherche d'abord à protéger sa stabilité financière pour lui protéger avant tout sa famille. La réserve de précaution, c'est cette protection, c'est l'armure du guerrier. Et une fois que cette armure est en place, Bitcoin peut devenir un outil puissant dans une stratégie de protection du patrimoine. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.